Eh bien, chers internautes, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vais parler aujourd'hui de cette interview que j'ai vue sur la chaîne Thinkerview. Hein. C'est une chaîne YouTube qui est très particulière, que je conseille absolument pas aux âmes sensibles. Par contre, je la conseille aux personnes qui ont envie un peu d'étudier euh, soit une hystérie collective, soit un discours sadique. Hein. Pourquoi est-ce que je conseille cette chaîne? C'est parce que c'est une chaîne qui analyse euh, les risques d'effondrement du système. Hein. Et donc, et récemment, justement, il y a quelqu'un qui est venu. Alors, j'ai pas fait exprès, j'ai cliqué comme ça sans faire exprès. Je me suis retrouvé à écouter un discours de quelqu'un qui avait déménagé en montagne avec sa compagne et ses deux enfants. C'était un chercheur du CNRS, vraisemblablement, et qui s'est mis à faire des livres et puis des, des conférences sur comment survivre en cas d'apocalypse. Comment survivre en cas d'apocalypse. C'est c'est alors c'est marrant parce qu'il y avait dans son discours, il y avait absolument rien du côté de la psychopathologie. Alors ils ont parlé un peu de Gustave Le Bon, un petit peu, euh, mais très très peu, absolument pas du tout de Freud. Euh, voilà. Alors pourquoi est-ce que moi j'avais envie d'introduire de la psychopathologie à ce discours-là? J'avais envie d'introduire de la psychopathologie parce que dans tous les délires schizophréniques, de type paranoïde, dans ces délires-là, bien sûr, l'effondrement psychique revient à un effondrement civil. Hein. Donc c'est-à-dire que comme le psychisme n'est pas abordable en tant que tel, hein, sauf éventuellement dans les maladies neurologiques, où là on peut dire ah bah, il y a un effondrement de la mémoire, etc. Sinon, le psychisme, c'est abordable très difficilement, éventuellement par le biais du comportement. Ah oui, il est dépressif parce qu'il est ralenti. Hein. Ah oui, il est dépressif parce qu'il sourit jamais. Voilà, mais sinon, c'est très très difficile de subjectiver quelque chose qui n'a pas de subjectivité. Hein. Donc, et, euh, et c'est encore plus difficile de subjectiver ce qui est pris pour quelque chose d'objectif. Un effondrement, un effondrement de civilisation, hein, hormis dans l'histoire quelques grands passages, par exemple la chute de l'Empire romain ou bien le XXe siècle avec deux grandes guerres mondiales, on peut dire que ce sont des effondrements. Hein. Mais on voit bien que c'est très très difficile, ça n'a pas été analysé du côté de ce qui s'est passé au niveau de la subjectivité. Hein. Euh, Pourtant, avec Freud, on peut quand même dire que ce qui tient la subjectivité, c'est le père symbolique. Hein. Et donc, à partir du moment où le père symbolique, ou en tout cas le désir pour le père symbolique disparaît,
ça se traduit éventuellement, par exemple, euh, comme la fin du désir de culture, par exemple. Hein. Mais ça, c'est trop facile de dire ça, parce qu'on peut... Hitler, par exemple, avait un grand désir de culture. Hein. Donc on voit bien que cette question-là de la culture et du désir du père symbolique, c'est pas une question qui se tranche très facilement et objectivement. C'est pour ça que en psycho, c'est très très difficile de venir dire exactement ce que ça serait un effondrement psychique, hein, et à quoi ça ressemblerait. Hein. Alors on peut le dire, éventuellement on peut le dire, il y a des effondrements qu'on appelle castration. Hein. Euh, Par exemple, le fait qu'une femme devienne un homme, ou le fait qu'un enfant devienne un adulte. Hein. Là, on est dans des types d'effondrements, mais qui sont tout à fait relatifs par rapport à l'effondrement de civilisation ou l'effondrement psychique. Hein. Mais il y a des choses encore plus crues. Hein. On peut penser par exemple dans les traumatismes. Hein, euh, le traumatisé vit un effondrement. Hein. En fait, ce sont des effondrements qui très souvent sont liés à un alignement entre le savoir et la vérité. Hein. Un alignement entre le savoir et la vérité, et donc à ce moment-là, il y a un risque d'effondrement. Hein. Mais évidemment, c'est pas le savoir que la pomme est jaune et la vérité que la pomme est jaune. Hein. C'est le savoir qui vient s'aligner sur la vérité. Ce sont des savoirs qui sont en lien avec les questions de guerre et de paix, les questions de vie et de mort, etc. Et donc je me disais comment ça se fait que ce personnage qui était interviewé, qui commence à prendre une certaine ampleur au niveau des conférences, etc., comment ça se fait que ce personnage ne parle pas de psychopathologie. Hein. Parce que le risque d'effondrement de civilisation, c'est donc un risque de guerre civile. Mais ce que quelqu'un vit, par exemple, quand quand il risque de se faire assassiner, par exemple, c'est exactement la même chose. Et toutes ces questions-là d'effondrement, normalement, passent par le statut de l'homme en rapport avec le statut de l'animal. Et ça aussi, c'est assez étrange. On voit quelqu'un qui fait une interview sans parler du fait que l'homme est un animal dénaturé par le langage. Et donc, le risque d'effondrement d'une civilisation, c'est avant tout le risque de voir apparaître des hommes, ou ce qui est censé être des hommes, revenir à l'état d'animal. Hein. Sous l'impact du traumatisme, sous l'impact de la menace, et sous l'impact de la fin du désir pour le père. La fin du désir pour le père, soit parce qu'il y a trop de pères, et ça c'est tout à fait possible dans une société où chacun s'amuse, dans une société pédagogique où l'éducatif devient la norme. Hein. Quand l'éducatif devient la norme, la question du père peut être transformée, peut être remplacée par la question de la perversion. Hein. Et donc là, il peut y avoir trop de pères, ce qui est en fait trop de pervers. Mais bon,
c'est pas du tout pareil, mais ça peut camoufler la perversion, peut venir camoufler le désir pour le père. Et du coup, annihiler le désir pour le père. Voilà. Donc, c'est-à-dire, au fond, les désirs de culture. Hein. Même si derrière, le père, lui, ne doit pas s'approprier ce désir-là, mais doit le renvoyer vers ce qui fait le réel. Hein. Donc là non plus, on ne sait pas en fait si c'est le désir pour le père qui finit par s'étouffer, ou bien si c'est parce que le père renvoie systématiquement, directement, vers le réel. Donc voilà, un peu de psychologie dans une interview qui aurait oublié le fait que il n'y a pas d'effondrement sans psychisme et, et que l'effondrement dans une société dans laquelle on paye encore des impôts est en fait un effondrement qui est quand même relativement psychologique. Hein. Alors il y a des indices, hein, par exemple. C'est vrai qu'ils prennent des indices assez faibles, hein, du type les taux d'intérêt négatifs à la Banque de France. Hein. C'est vrai que ce type d'indice renvoie au fait qu'au fond, on ne sait pas à qui prêter de l'argent. Sauf à des systèmes qui sont sûrs à 200%, et encore. Non. Donc voilà. La guerre civile, quand il y a moins de 50 morts par an dans une société soi-disant submergée par le terrorisme, moi je trouve ça assez étonnant qu'on puisse en parler comme quelque chose de fiable. Hein. Donc du coup ça reste un sentiment. Hein. Un sentiment de guerre civile. Donc voilà. Et puis au fond, l'angoisse, du coup, c'est une angoisse. L'angoisse, c'est l'angoisse de quoi? Hein. Ça aussi, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'au fond, il y a tout un discours qui est fabriqué à partir d'une angoisse, mais une angoisse qui devrait être creusée du côté de la psychologie, parce que l'angoisse, c'est un sentiment. Donc c'est aussi quelque chose qui n'a pas de représentation. Donc voilà, comment ça se fait que ces personnes qui tiennent un discours sur la guerre civile ne tiennent pas un discours sur les objets d'angoisse, hein, sur les représentations des objets d'angoisse, sur les fantasmes qui sont à l'origine des angoisses. Donc voilà. Et c'est pas parce qu'il y a pas de char au centre-ville que l'angoisse de guerre civile n'existe pas. Mais il faudrait savoir qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette angoisse. Hein. Pourquoi est-ce que... d'où ça vient, hein. Ben, ça vient évidemment de l'inconscient. Hein. L'angoisse est avant tout a comme origine l'inconscient. Hein. Et aller chercher l'angoisse comme ça dans un discours, c'est évidemment extrêmement dommage, parce que du coup, ce qui est vraiment à l'origine de l'angoisse passe dans le discours. Enfin,
est reconnu comme étant quelque chose qui est dans le discours. Alors que l'angoisse, c'est pas du tout dans le discours. Hein. Donc, tout simplement parce qu'on peut contredire. Hein. Donc, on peut nier. Donc, alors que ce qu'il y a dans l'inconscient, justement, c'est beaucoup plus difficile à nier. Hein. Par exemple, on ne peut pas nier un rêve. Hein. On peut toujours dire oui, c'est juste un rêve. Mais nier un rêve, ça n'a pas grand intérêt, puisque de toute façon, c'est un rêve. Donc, voilà. Alors moi, si je peux apporter quelque chose à ce type de discours qui sont des discours qui se veulent le plus objectifs possible, voilà, intéressez-vous à ce qui fait une angoisse. Hein. Quelle est l'origine de l'angoisse? L'origine de l'angoisse, c'est pas ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière française. Hein. Donc, c'est pas non plus l'angoisse de manquer d'argent. Hein. Il y a bien une angoisse de perte de richesse, mais c'est pas cette richesse de l'argent, même si l'argent, ça vient symboliser la richesse. Voilà. Donc, autant s'intéresser un peu à Freud. Hein, et Freud, qui s'est d'ailleurs bien intéressé à l'angoisse, et Lacan aussi. Voilà. Et il y a la phobie comme système qui peut être intéressant d'étudier. Hein. Et par exemple, quelqu'un qui serait menacé de mort sans le savoir pourrait développer une angoisse d'effondrement sans savoir que cette angoisse d'effondrement est liée à une menace de mort imminente. Hein. Donc c'est là aussi où il faut s'intéresser aussi à la réalité clinique. Hein. C'est-à-dire que une angoisse d'effondrement, ça peut très bien être la peur d'être assassiné par un membre de sa famille ou par voilà. Mais comme cette angoisse est apparaît tellement absurde, la cause de l'angoisse va être refoulée. Hein. Et donc ça va se manifester comme une angoisse d'effondrement. Alors que c'est une angoisse qui a une réalité qui est tout à fait rationnelle. Hein. Voilà. Mais comme cette rationalité n'est pas supportée, ça va être une angoisse sans rationalité qui va s'exprimer. Voilà, voilà. Donc, autant s'intéresser un peu à la clinique, à la psychopathologie, hein, et dire que l'effondrement, c'est avant tout un effondrement du discours collectif tenu par quelqu'un qui n'a pas encore les moyens d'analyser la rationalité de son angoisse. Voilà, voilà. Et je vous souhaite un très bon Noël et profitez bien de votre Noël. Au revoir.